Bonjour tout le monde et bienvenue à 168 heures. Aujourd'hui à l'épisode, je me suis entretenu avec Vincent Landry. Vincent qui revient tout juste de sa dernière expédition, 5 mois à travers les États-Unis, des déserts les plus au sud jusqu'aux montagnes enneigées du Colorado. C'est un épisode que je trouve particulièrement bonbon. On rentre dans l'univers de Vincent qui a des ambitions très grandes. En tout cas, personnellement, ça me donne envie de reconnecter avec mes propres rêves de jeunesse. Je crois que tous ceux qui ont envie de donner un second souffle à leurs rêves de jeunesse vont y trouver leur compte dans cet épisode franchement inspirant. Je vous souhaite un excellent visionnement. Hey, merci d'être là, Vincent. Super plaisir, super content d'être là. Merci de prendre le temps. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait pas longtemps, 4 jours, tu étais à Vancouver, à l'aéroport, tu attendais ton vol de retour de ton expé. Là, tu viens de revenir à la maison. Exact. Tout juste, c'est tout frais. Comment ça s'est passé le retour? C'est bien passé. Encore un peu sur le décalage. Non seulement un décalage horaire, mais aussi un petit décalage physique, psychologique. C'est deux mondes complètement différents. Et si on récapitule tes 5 derniers mois, en gros, l'objectif, c'était quoi? Donc moi, l'objectif, c'était de traverser les États-Unis à pied par un sentier qui s'appelle le Continental Divide Trail. Yes. Le sentier de division continentale, c'est quoi en fait? Ça va suivre la ligne de division des eaux hydrographiques du continent américain. Donc, on s'imagine une grosse chaîne de montagnes. Quand il y a des précipitations, les précipitations vont se diriger soit dans une masse d'eau ou l'autre, que ce soit l'Atlantique ou le Pacifique. Cette division-là, en fait, c'est vraiment la ligne exacte où les pluies vont se séparer à deux endroits simultanément, c'est-à-dire l'Atlantique et le Pacifique. Fait que tout ce qui est à l'est de cette chaîne de montagnes-là va vers l'Atlantique, tout ce qui est à l'ouest va vers le Pacifique. Exactement. Donc, moi, j'ai suivi cette ligne-là dans environ Le sentier va suivre cette ligne-là peut-être à 50 km de distance en tout temps. Des fois, il la traverse, même à plusieurs reprises. Et puis, ça suit la ligne de division à travers le territoire américain, traversant 5 États. Donc, du Mexique au Canada, en nord de Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Donc, 5 États et bien des écosystèmes différents. Puis pour un total de 4700 km. 700 km en 5 mois. En 5 mois. Ouais. OK, alright, super. Fait que là, tu choisis la Continental, parce que ça aurait pu être Pacific Crest Trail, ça aurait pu être l'Appalachian. Finalement, tu choisis celle qui est peut-être un peu... Ben, je pense que j'oserais dire la plus méconnue des trois. La plus méconnue des trois. Là, t'annonces ça finalement aux gens autour de toi. Comment les gens ont réagi dans ton entourage, ta famille, parce que t'es à l'école, t'étudies, c'est un gros projet de 5 mois, il y a des sous involved, tu décides de partir seul. C'est quoi la réponse des gens autour de toi? J'ai des réponses assez divisées. D'un point de vue plus terre à terre, j'ai des amis qui m'ont remis les pieds sur terre en me disant c'est plus important les études en ce moment. Ce serait mieux de se concentrer sur les études. Mais moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué que mes entraîneurs me disaient quand je faisais encore de la compétition de ski de fond. Puis c'est assez simple, c'est en fait tout commence avec un rêve. Puis là, moi, pour moi, suite à cette phrase-là, je me suis vraiment permis le droit de rêver. Mais non seulement rêver gros. Puis mes proches, ma famille, ceux-là qui me côtoient de très près, sont habitués de ce comportement-là. Ils me connaissent assez bien. Donc, ma famille, en fait, n'était pas très surprise. Ils s'attendaient à voir. Ils voyaient ça venir. Ils savent que j'étais un gros rêveur et que mes rêves, souvent, j'aime les réaliser. Puis, finalement, c'est quoi le trajet t'es parti de Montréal en avion, finalement, pour te rendre jusqu'au départ du sentier? Ça, c'est une partie du périple qui reste un peu plus méconnue, où j'ai pris un autobus de Tucson jusqu'à Lordsburg, au Nouveau-Mexique. Lordsburg se trouve à environ 150 km du départ, mais le départ du sentier, c'est ça, 150 km au sud, vraiment la frontière du Mexique, il n'y a pas de route qui vont là. Donc, j'ai dû m'arranger avec un loco qui m'a fourni un lift sur
sur des sentiers vraiment hein? de terre. Là. Donc, je l'ai payé pour qu'elle me déposer au début du sentier. Et puis le 15 avril, c'est là où j'ai touché la frontière du Mexique pour officialiser le début du Fait que là, il y a rien. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une arche avec des feux d'artifice qui dit... Il y a une arche. Il y a un monument qui indique que c'est le point le plus au sud aux États-Unis. OK. Ben, du moins dans l'État, le début du sentier. Mais mis à part ça, 100 mètres plus loin, t'es dans le désert. Là. T'es dans le désert. Il n'y a pas grave. Les infrastructures il y a tellement sont rien que le loco qui m'a donné un transport jusqu'au commencement du sentier, il y avait aussi la tâche de me déposer de l'eau à 5 points stratégiques dans le but de pouvoir m'approvisionner en eau potable parce que à part ça, il n'y a rien. Tes premiers obstacles un peu plus considérables sur la route, ça ressemblait à quoi? Ben en fait, si on regarde le sentier sur une plus grande échelle, moi j'avais des obstacles dans chaque État. Le Nouveau-Mexique, pour moi, le plus gros défi se trouvait à être le désert. Dans le sud, parce que c'était une partie qui me stressait beaucoup. On n'a pas de désert, nous, au Canada. Là, on a donc, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Le Colorado, le prochain État, la partie qui me stressait le plus, en fait, ça se trouvait être une chaîne de montagnes qui s'appelle les San Juans. Ça se trouve vraiment être dans le sud de l'État. C'est une section pour moi d'environ 300 km que j'allais parcourir en ski et non seulement en solitaire. Donc pour moi, ça c'était un plus gros défi. C'était mon premier voyage de ski vraiment en solitaire dans des montagnes, en terrain, on s'imagine des terrains avalancheux, puis il n'y a pas de sentier puisque la neige recouvre tout. Donc ça, pour moi, ça c'était le défi du Colorado. Puis le Wyoming, il y avait un autre désert qui s'appelle le Great Divide Basin. Cette fameuse ligne que j'ai mentionnée tout à l'heure, la division continentale qui sépare la ligne hydrographique du continent, en fait, là, elle contourne un gros espace du territoire. Puis justement, le fait qu'elle contourne justement un territoire si vaste, elle a créé un désert en plein centre. Ah ouais, hein? Puis ils ont décidé de passer la trail en plein centre. Donc ça, c'était un autre désert. Et le Wyoming, c'est aussi le début du Grizzly Country. Donc pour environ la moitié du parcours, j'ai dû me déplacer dans un environnement qui avait des grizzlies, les plus grosses bêtes. Et puis Montana, Idaho, même chose, ça se trouve à être vraiment le Grizzly Country qui était le défi. Là. Wow. Je suis curieux quand même, la première section, si on veut, les 3 premiers états, de passer du désert au désert en passant par une zone de ski. Tu sais, c'est quand même... En tout cas, moi, je trouve ça fascinant d'un point de vue imaginaire. On dirait que ça stimule plein d'affaires. Ça s'est passé comment, la transition puis la portion ski? Et en fait, j'ai eu un bris d'équipement assez majeur. Le genre de bris d'équipement qui pardonne pas. J'ai une fixation qui a cassé en 2 morceaux. Et puis moi, je travaille dans un magasin de ski, je suis technicien dans une boutique et puis j'ai jamais vu ça, ce bris-là. Fait que la fixation, elle a cassé dans quel sens? La butée avant, là où je vais insérer la partie plus avant de la botte, le métal a littéralement cassé en 2 morceaux. Donc le système à pin qui sert à garder la botte en place était inexistant. C'était dû à des froids extrêmes? Parce que... Je pense que c'était une fixation qui était très légère. Et puis, je pense que je l'ai mis à dure épreuve. Ouais, c'est ça. La question que je me pose, c'est est-ce que la fixation était déjà fissurée avant le départ? Ce que je pense. Ou si je l'ai fissurée seulement avec le poids de mon sac pendant les 30 km que j'avais fait avant. Comment tu t'en rends compte? Parce que là, ma fixation a brisé sur le plat. Donc ça a été la chance parce que je suis quelqu'un de très léger dans la vie quand je me déplace en montagne. Donc, j'avais pas de casque. Ça aurait pu tout aussi bien être en descente. Puis on s'imagine des terrains très, très à pic. Mais non, ça m'a brisé sur le plat. En fait, la fixation a commencé par fissurer puis à se séparer du reste du corps. Et puis moi, j'ai tenté de la réparer justement avec une strap. J'ai un kit de réparation assez rudimentaire. Je suis assez léger, donc, mais la strap n'a pas tenu le coup. Une dizaine de minutes plus tard, c'était vraiment 2 morceaux distincts. Donc pour moi... Et là, t'es où, en fait? J'avais fait 32 km dans les montagnes jusqu'à présent. Je me trouvais sur un plateau enneigé d'environ 3600 mètres de hauteur. Il y avait de la neige à perte de vue. Il y avait quelques petits endroits où c'était possible où il n'y avait pas de neige, en fait. J'étais en fin de journée, c'était peut-être 3-4 heures, donc on s'imagine la nuit qui approche. Et pour moi, je peux pas continuer avec un ski brisé. Il me reste encore une longue section dans les montagnes avant mon prochain ravito.
Donc, mon premier réflexe, je vais tout simplement revirer de bord avec mes skis sur le dos. Parce que la ville la plus proche est derrière toi. Derrière moi. Le matin même, je partais d'une ville. 32 km plus tard, ma fixation brise. Mais j'ai pas été capable de revenir sur mes pas tout de suite. La raison est... La neige me le permettait pas. Il est 3-4 heures l'après-midi. 3-4 heures l'après-midi. C'est là où la neige est la plus chaude. À chaque pas, je calais environ à la hauteur des genoux jusqu'aux hanches. Ah oui, parce que c'était au printemps. J'étais au printemps. Impossible pour moi de revenir avec les skis sur le dos. Donc, j'ai pris la décision de dormir sur un de ces petits endroits-là où il n'y a pas de neige. J'ai posé ma tente là, j'ai passé la soirée parce que j'ai dû me réveiller vers les minuit. J'ai dû me réveiller à minuit pour profiter du fait que la neige a durci pendant la nuit, pour revenir sur mes pas puis considérer mes options. Fait que là, t'es arrivé au petit matin. J'étais arrivé au petit matin. Ça m'a fait une journée de 64 km, dont 32 km à pied et 32 en ski. Puis une nuit de sommeil vraiment déplorable. J'étais sur des gros plateaux, donc les vents étaient extrêmement forts. C'était vraiment pas un endroit idéal, mais j'avais aucune autre option. Ah, et puis c'est des températures qui sont quand même challengeantes parce que t'es mouillé dans le jour, ça gèle la nuit. Tu sais, il y a une gestion de l'humidité puis du froid qui est quand même incomparable avec d'autres températures dans l'année. Donc, ce 32 km-là qu'on parle, je l'ai fait 3 fois en fait. Je l'ai fait une fois dans une direction, une fois marcher dans l'autre, et puis la fois que j'ai réessayé, qui a été la bonne, la 3e fois. Et c'est ça, la 3e fois a été la bonne parce que par la suite, j'ai réussi à traverser l'entièreté des chaînes de montagne en ski, sans pépin cette fois. Sans pépin, mais ça n'a pas été partie gagnante dès le départ. Là. Ça a été quelque chose de très difficile. On s'imagine justement des grosses montées enneigées, qu'il faut faire vraiment faut monter en S, là, c'est très à pic. Des descentes aussi avec piolet, parce que c'est aussi très à pic, très glacé. Puis à cause que la qualité de la neige devenait vraiment, je vais dire médiocre, là, vraiment en fin d'après-midi, je me réveillais très tôt, dans les 3-4 heures du matin, là où la neige est le plus dure, pour être capable de faire beaucoup de déplacements dans la première partie de la journée parce que je savais que j'allais être ralenti par les conditions après le dîner. C'est ça. Donc, c'est ça, on s'imagine des journées qui commencent très tôt, qui finissent tard, très demandantes, sans compter le fait qu'on est aussi à 4000 mètres. Là. Wow. T'arrives au bout de cette section de ski-là, tu retombes dans le désert. Je retombe dans le désert. Tu traverses le désert. Puis après ça, tu rentres dans tu disais le Grizzly Country. Grizzly Country. Là, t'es dans un autre genre d'environnement. T'es dans le bois. Puis il me semble que t'as un petit pépin qui arrive pas longtemps après tout ça quand même. Je pense avant la moitié de l'expédition. Je traversais une section qui avait beaucoup d'arbres de tombés. Je marchais sur quelques tiges et puis j'ai marché sur une branche qui devait être, ma foi, très acérée parce qu'elle m'a transpercé le soulier, non seulement, mais aussi le pied, très profond. C'est une branche qui a cassé dans mon pied. Et puis, étant encore une fois, je le dis, très léger, ma trousse de premiers soins est constituée de polysporin, du tape et des Advil. Là. Mais là, juste pour bien s'imaginer, tu sais, c'est que la branche est rentrée à travers ta semelle, est rentrée dans ton pied, elle a cassé au niveau de la semelle, comme flush avec la semelle. Ouais. Fait que j'imagine que juste enlever ta botte, ça doit être super tough, là. Enlever le soulier, ça a pris du temps. Ça a pris peut-être un bon 5 minutes que je trouve le bon point d'entrée pour être capable de sortir la branche. Ah ouais, c'est ça. Elle avait vraiment cassé exactement à la hauteur de la semelle, donc j'avais aucune prise. Donc juste enlever le soulier, c'était impossible puisque ça transperçait non seulement mon soulier mais mon pied. T'étais clouté. J'étais empalé dans la chaussure. Donc c'est ça, juste l'enlever, c'était un défi. Mais suite à l'avoir enlevé, j'ai été capable j'ai fait ce que j'ai pu, en fait, tout simplement. Puis non seulement je suis en plein milieu du bois, je suis sur un sentier, j'ai dû marcher 70 km sur cette blessure-là. Donc sur le coup, c'était pas si mal, c'était peut-être sur une échelle de 10, 3-4, côté douleur, la journée même. Mais je savais au fond de moi que dormir sur une blessure, le processus de
le processus de récupération du corps, le processus de guérison, il va faire en sorte que la plaie va s'infecter. C'est une branche. J'avais des bouts de bois, puis on s'imagine aussi toutes les bactéries qui se trouvent sur ma semelle. J'ai déjà marché des milliers de kilomètres avant ça. Toutes les bactéries de la semelle vont dans ma plaie. Tes bas super propres. Les bas super propres, exactement. Tout ça dans la plaie. Donc, je savais au fond de moi qu'une bonne nuit de sommeil, ça allait juste rendre ma situation pire. Ouais. Je me réveille le lendemain. Mon pied se trouve être 2 fois plus gros que le voisin. T'avais-tu enlevé ta botte? J'avais enlevé, j'avais dormi. T'avais dormi, ouais, mais sans ta botte. Sans ma botte, sans le soulier, en fait. Et puis, c'est ça, le pied qui se trouve être 2 fois plus gros que le voisin. J'avais de la misère à rentrer dans la chaussure. Puis, ça, c'était du bon 8-9 sur 10 le lendemain. Marcher sur cette plaie infectée-là pendant. Il me restait pas si longtemps que ça, 20 km, mais ça a été les 20 km les plus longs que j'ai fait de ma vie, ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Une douleur qui se calme pas, une douleur qui est très vive. Ah ouais, c'est quoi qui te fait avancer à ce moment-là? Parce que as-tu pensé peut-être. C'est une bonne question. Ouais, c'est ça, je me dis, as-tu pensé à arrêter ou prendre une pause? Je comprends que tu avais un horaire strict, en même temps, c'est toi qui fais cet horaire-là. Ouais, c'était quoi ton processus de décision pour dire, ok, non, je choisis de poursuivre? C'est une très bonne question, puis je dis ça parce que c'est une question que je me suis posée à chaque jour. La question est, pourquoi je fais ça? Je pense que c'est une question que tous les aventuriers se posent pendant les périples, pendant les aventures. Puis pour moi, quand j'ai terminé l'aventure, c'est une question qui est restée sans réponse. OK. Puis au début, je cherchais toujours la réponse, à trouver pourquoi est-ce que cette question-là demeure sans réponse. Puis je cherchais en vain cette flamme-là qui me pousse à marcher à travers un pays en entier. Puis je suis venu à la conclusion que je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de réponse. C'est que des périples comme ça, je mets tout sur la ligne, je fais pas ça pour une raison en tant que telle. Il y a juste une partie de moi dans mon âme, dans mon vivant, qui veut faire ça, puis qui se sent vivant là. Quelque chose qui est inexplicable, que mon subconscient a envie de faire, malgré moi. Donc, pour moi, dans ces moments-là, il y a vraiment une partie de moi qui a quand même la flamme, puis qui a quand même envie de continuer à marcher ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve super beau, quelque chose d'inexpliqué. Il n'y a pas une raison exacte pourquoi je fais ça. Il y a juste moi, mon esprit qui a envie d'être là. Ben, tu la nommes, la raison, finalement. Moi, j'entends quelqu'un qui dit « ça me fait vibrer ». Ça crée une flamme, il y a un feu en dedans de moi qui scintille quand je fais ça, puis... C'est juste quelque chose de très inaccessible, de très inconscient, que c'est dur de trouver le mot exact. Quand on pense à une raison, on pense vraiment à un élément en tant que tel. Je fais ça pour ma famille, je fais ça pour ma fierté, pour le dépassement de soi. Mais pour moi, c'est une réponse qui... J'ai pas le mot exact. Donc, mais c'est ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un phénomène spécial parce que maintenant que je regarde en arrière, c'est encore hier que je me vois à la frontière du Mexique. Puis pourtant, des fois, il y avait des journées qui étaient interminables. Je trouve que ça, c'est une pas pire astuce, justement, dans les moments difficiles, qu'on a besoin de continuer à avancer, mais ça fait mal, puis c'est dur, puis peut-être on doute, de se rappeler qu'un jour, on va y repenser, puis ça va avoir l'air d'avoir passé super rapidement, tu sais. Exactement. Ah, super. Merci pour ces paroles de sagesse. Ça fait plaisir. Apprécié. Très gentil. Si les gens veulent suivre tes prochaines aventures ou en savoir un petit peu plus sur le parcours que tu viens de faire, où est-ce qu'on peut te suivre? En ce moment, ça se trouvera être sur mon Instagram, tout simplement. Landry Vincent. Ou sinon, sur Facebook. Si on cherche à me rejoindre pour des questions X, j'ai toujours le plaisir de répondre. Ça soit sur Instagram, Facebook. Et puis... As-tu fait des conférences? Penses-tu faire des conférences en milieu scolaire? J'aimerais ça. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur ça. J'ai vécu beaucoup de choses et puis je suis toujours quelqu'un qui a aimé partager mes expériences, que ce soit pour inspirer certaines personnes ou pour partager ma passion avec ceux-là qui sont un peu moins méconnus dans le domaine. Mais oui, c'est quelque chose que je planifie à moyen long terme là, pour... Ben oui, absolument. Ce serait super inspirant. Je pense que tu serais super bon. Absolument. Super gentil. Cool. All right. Ben, merci beaucoup d'être passé, vraiment. Si vous voulez en savoir plus sur Vincent, vous savez où le trouver sur Instagram. C'est 168 heures. C'était un super bel épisode. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Si vous avez des questions pour moi ou vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est Samuel Ostigui sur Instagram aussi, sur Facebook et puis sur Internet. Vous irez fouiller. Au grand plaisir de se retrouver tout le monde.